Moi, là-bas, je me suis dit, je reste 3 mois, le temps que ça se tasse. Je suis pas rentrée pendant plus de 3 ans et demi. Les Français, on est pas hyper bon dans le on peut arriver avec 200 euros. Peur, c'est vraiment le centre du bonheur, je pense. Donc aujourd'hui, si on arrive avec de l'argent en Australie, on peut faire ce qu'on veut. Le plus dur, c'est pas tant de venir en Australie, c'est d'y rester. Tu vas avoir l'amour de l'argent et la passion du métier. T'achètes un bateau, hein? Il y a une romantisation de la France. Le fait de voyager toute seule, c'est dur. Et en fait, tu te renforces chaque jour. Tu deviens surhumain. On est esclave de l'argent. Et quand t'arrêtes d'être esclave de l'argent, t'en as plus rien à foutre, bah, c'est là où tu commences à... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Les Voyageurs. Aujourd'hui, je me retrouve avec quelqu'un qui est super intéressant et qui, à mon avis, va avoir beaucoup de choses à nous dire. Et je pense que tu devrais rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque moi, j'ai très brièvement discuté avec elle et déjà, ça m'a étonné. J'ai rencontré, j'ai envie de dire par hasard, mais pas si par hasard que ça, parce qu'on va en discuter, elle est quand même pas mal active sur les réseaux. Et voilà, je suis avec... je vais te laisser te présenter, tout simplement. Donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans. J'ai ouvert mon petit bistrot français en mars, début mars. Et, euh, et voilà, tout se passe plutôt étrangement bien. Donc, se situe où ton restaurant que tu viens d'ouvrir? Donc, on est dans le centre d'Adélaïde, qui n'est pas super famous pour les backpackers, mais qui est un petit bijou caché pour les citoyens. Carrément, je sais pas encore, mais on va en discuter parce que Adélaïde, effectivement, comme elle l'a dit, je sais pas pourquoi, mais les backpackers, ils en ont une mauvaise image. Et attends, on va en discuter. On va en discuter. Mais d'abord, j'aimerais, à chaque fois que j'ai quelqu'un sur YouTube et qu'on commence une vidéo comme ça, j'aimerais que tu dises déjà, quel est, dans un premier temps, ton parcours en France, de manière très bref, si tu arrives à faire très bref. Bien sûr, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours été dans la restauration. J'ai passé un bac littéraire et je suis directement partie en restauration. Donc, après le lycée, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. J'ai tout de suite très vite regretté mon choix. C'était très dur et j'ai su tout de suite que je pouvais pas continuer hyper longtemps dans ce domaine si je créais pas ma propre boîte. Donc à 21 ans, j'ai créé mon premier food truck avec mon frère et on en a ensuite ouvert 3 par la suite. Et voilà, je suis venue ensuite, après ces 3 années de food truck en Australie, dans le projet d'en ouvrir un ici. Et puis il y a eu le Covid, donc j'ai été un petit peu bloquée entre guillemets pendant 2 ans. Non, avant que tu passes dans cette phase entrepreneuriale, entre guillemets, tu m'as dit que c'était difficile. Là, tu viens de dire que c'était difficile ton passage en France. Enfin, lorsque tu étais en hôtellerie en France, tu as carrément dit que tu as regretté. Est-ce que tu peux brièvement nous dire pourquoi tu as mal vécu ce passage dans l'hôtellerie en France? Bah, l'hôtellerie en France est très différent que partout dans le monde. C'est très misogyne, c'est très, les heures sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus longues, nos tâches sont beaucoup plus diverses. C'est-à-dire dans la restauration en France, on doit être capable de tout faire, de jumper en cuisine, au bar, en salle, prendre les commandes, checker. Enfin bref, on est souvent sous-effectif. Et puis c'est une ambiance générale qui est quand même assez compliquée, mais c'est une belle, je pense que c'est la meilleure école pour la restauration. Et je comprends de plus en plus pourquoi on dit que les Français sont très bons dans ce domaine-là. C'est parce qu'on a été formés militaires. Tu as été formée militaire et en tant que femme, ça peut paraître un petit peu des fois... Ouais, surtout en tant que femme, ouais. ouais, surtout en tant que femme. Parce Ouais. qu'avec toi, ils sont différents de si c'était un homme. Bah, déjà, moi, j'ai commencé, c'est particulier parce que j'ai commencé en cuisine. C'est vraiment un milieu d'hommes. C'est très, très particulier, surtout pour une femme. C'était des blagues sur le maquillage, des mains aux fesses, on m'enfermait dans les frigos. Enfin bref, ça a été un long parcours. Et donc, je suis passée en salle très, très vite. Donc là, je me suis déjà un petit peu plus régalée. C'est déjà été beaucoup plus facile. Mais toujours ce truc-là, quand tu rentres dans la cuisine, où il y a toujours un petit... où tu sens que tu es une femme, quoi. Et pourquoi l'Australie? Pourquoi l'Australie? Oh, Ça aurait pu être l'Angleterre, ça aurait pu... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu avais déjà ouvert un restaurant en France? non, j'avais des food trucks en Tu France. avais des food trucks en France? Et en fait, Tu avais combien de food trucks en France? on en avait 3 à la fin. Ok. Comment tu fais pour gérer déjà 3 food trucks?
Toi, t'en conduis un, il y a un collègue dans un autre. Non, c'était pas les trois en même temps. On Ah, avait ok. un qui était spécialisé dans les marchés, un dans les événements et un qui avait une place fixe. Et j'étais avec mon frère. Mon frère et moi, on est des très gros bosseurs. Donc, Donc à deux dans un food truck et vous envoyez quoi. ouais. Et tu dormais dedans, etc. Genre, c'était pas, t'avais quand même une place à côté. Non, mais on dormait pas, on dormait pas. On avait un emplacement, on rangeait nos food trucks. Et admettons, tous les midis, on était là. Les soirs, on allait là-bas. Le week-end, on récupérait le food truck, on est là-bas. On arrêtait tout pour les événements et on partait en festival. Donc là, si je résume brièvement, le passage en hôtellerie, en cuisine en France, ensuite c'était un peu mieux dans le service, et après direct l'envie d'entreprendre parce que Ouais, là tout de suite, hein. c'était pas possible. Ouais, Food truck, t'en as eu 3 différents. ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où il y a eu l'Australie quelque part qui est apparu, tu vois? Ah, c'est très particulier. Bah, c'est en rapport avec les food trucks. J'avais pas mal d'événements qui étaient prévus au cours de l'année. Et le Covid a commencé à faire parler, mais c'était pas encore vraiment officiel. Et en fait, tous les événements et tous les marchés ont commencé à annuler un an à l'avance. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est la merde. Surtout quand on annule un événement un an à l'avance, je me suis dit, bon, ils en savent peut-être un petit peu plus que nous, donc il faut faire quelque chose. Et en étant auto-entrepreneur en France, il n'y a rien. Tu cotises pas, il n'y a pas d'aide. Il y a de l'URSSAF. Ah ouais, elle est là, elle est bien là, mais ouais, Tu non, la sens, là, l'URSSAF? ouais, tu la sens, hein. En France, tu la sens. Moi, ici aussi, tu la sens. Oui. Ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup et j'aimerais que tu répondes. Je crois que tu lises mes questions. Pardon. C'est trop tard. Avec combien ici? Est-ce que tu te souviens? Parce que ça fait déjà un moment. Déjà, ça fait combien de temps que tu es arrivé en Australie? Je suis arrivée le 17 mars 2020, le jour où ils ont fermé les Tu t'en frontières. souviens? Ok, 17 Ah oui. mars 2020. Oui, oui, effectivement. Et, là, c'était le moment où en Australie, ils fermaient les frontières et les gens, ils avaient deux choix. Imaginez, vous êtes là en Australie. Toi, tu étais encore en France au moment des fermetures des frontières? Ou tu étais ici? J'étais dans l'avion. Tu étais dans l'avion? En fait, ouais. C'est vraiment en transition. C'était un délire parce que partout où je m'arrêtais, je voyais la panique, je ressentais qu'il y avait un truc, mais je ne Ouais. comprenais pas vraiment. Bah oui. Et je suis arrivée à Perth. Et d'un coup, on me propulsait en mode putain, tu viens d'Europe, bouge-toi, cours. Je comprenais rien parce que je n'étais pas vraiment en anglais. En plus, tu arrives dans l'avion, il n'y a pas de wifi, il n'y a rien. Les mecs sont en combi blanche. Et c'est vraiment, quand tu étais dans l'avion, ça c'est apparu, quoi. Le truc, c'est que je suis arrivée, moi, à 10 h du soir, heure de Melbourne. Ouais. Mais j'étais à Perth, donc c'était 10 h à Melbourne. Ok. Et ils fermaient les frontières à minuit. Donc, Fermer les frontières. 2 heures avant la fermeture. Dernière à avoir mis le pied en étant Ils étrangère m'ont ici. dit, ouais, ils m'ont dit, t'es sûrement la dernière Française à être rentrée sur le territoire. T'imagines que ça, tu aurais pris l'avion le lendemain, ça aurait changé ta vie? Ouais, C'est un complètement. truc Ouais. de dingue, ça, en fait. Et ça, c'est incroyable. Et ça a changé ma vie parce que j'avais pour aucun projet de partir. Je suis partie parce que j'ai eu peur que les marchés ferment, de plus avoir de boulot. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de travailler là-bas. On m'a essayé même, c'est pourquoi pas ouvrir un food truck là-bas. Mais j'avais pas du tout prévu de rester. Bon, à la base, je me suis dit, je reste 3 mois le temps que ça se tasse. Ah ouais. Et je rentre Ah, à 3 la mois. maison. Ah, 3 mois, Oui, t'étais venu pour ma voiture, mon appartement, mes chats. Ouais, ah ouais. Je suis pas rentrée pendant plus de 3 ans et demi. T'es parti pour 3 mois, t'es pas rentré enfin, 3 ans et demi avant que tu rentres en France. C'est ouf. C'est vrai que là, on a des difficultés bon, on va pas parler de ça, mais on a de la difficulté à s'imaginer qu'à cette époque-là, quand toute ta famille, etc., on sait pas ce qui se passait à cette époque-là, on sait pas ce qui se passait. Et toi, tu arrives à l'autre bout du monde et tu te dis, putain, mais je fais quoi? Je retourne chez moi? Ou alors je reste ici? Enfin, en tout cas, voilà. Maintenant, on est ici, quoi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles avec combien tu es arrivé? Voilà. Est-ce que tu te rappelles avec Ouais, combien d'euros tu es arrivé ici? Parce que c'était très clair. Je suis arrivée avec 200 euros. T'es arrivé avec 200 euros? Donc, on est d'accord qu'on nous recommande ici pour le PVT d'arriver avec 5000 $, 3500 euros. J'avais fait un faux. Et t'avais fait toi, t'as fait un faux statement. Est-ce qu'on a contrôlé ton statement quand on est arrivé? Donc, l'attestation bancaire. Je crois pas. Hop. Moi, personnellement, Je crois pas. ils n'ont pas contrôlé. Mais 200 euros. Ouais. 200 euros, t'as pas le droit à l'erreur. 450 $, je crois. 450 $. Et c'était quoi la stratégie? Parce que ça m'intéresse. Enfin, t'as fait comment? Woofing? Non, moi, mon plan, c'était d'arriver déjà à Melbourne, travailler dans la restauration et me faire de l'argent. Ouais. Donc, déjà, je suis obligée d'arriver à Perth, parce qu'il n'y a plus de vol pour Melbourne. Ouais. J'arrive à Perth, j'ai rien.
Non, c'était assez compliqué. T'as fait comment? T'as trouvé quelqu'un qui t'a hébergé? T'as trouvé un boulot tout de suite? Ouais, j'ai rejoint quelqu'un qui était déjà à Perth. C'est bien ça. On a tout de suite pris un van, on l'a aménagé en une semaine et Ah yes. on s'est Ah mis dans le donc, désert. donc déjà accommodation dans le désert. Dans accommodation Ben, $0. il y avait le Covid. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée ici, personne n'en parlait. Et je paniquais tout le monde en me disant, oh les gars, il se passe un truc. Vraiment, vous devrez vous affoler. Et tout le monde était là, non, 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 non. Et avec la personne avec qui j'étais à l'époque, je lui ai dit, écoute, il se passe un truc en France. Moi, je vais en France. C'est chaud. Faut prendre un van, il faut aller en plein milieu du désert. Il faut attendre que ça se fasse. Ah, c'était toi qui a lancé le Ah, projet de on se casse dans le désert, les gars. Ok. Bah, et là, t'as trouvé un job dans le. C'est quoi? donc j'ai pêché tous les matins. C'était vraiment de la survie. Tu pêchais tous les matins? T'as créé ta canne et tout? Non. Non, non, non. Ah J'ai oui. acheté une canne à pêche. Ah ouais, ok. Non, non, j'ai acheté des cannes à pêche. Donc là, t'as acheté ta canne à pêche, il te reste plus que $150. Après, j'étais avec une personne à ce moment-là aussi. Hein. Ah. Mais bon, c'était quand même compliqué. On a juste acheté des. T'as testé ta technique. C'était de trouver un mec riche là dès que t'es arrivé. On n'était pas riches, personne n'était riche. Hein. Ah ouais. Personne n'était riche. Et puis, on avait surtout pas prévu tout ça. Quoi. Mhm. La chance qu'on a eue, c'est que tout le monde abandonnait les vannes au bord de la route. On a Ouais. eu notre pour que dalle. On l'a aménagé avec rien du tout, que des objets récupérés. D'ailleurs, ça a été catastrophique. Les premiers trajets ont été horribles parce qu'on n'avait rien. Puis, on connaissait rien de la nature en Australie. Là, c'est vraiment l'expression manger des cailloux. C'est. Non, mais par contre, j'ai jamais aussi bien mangé toute ma vie. Hein. Bon, moi, j'ai la chance, c'est que j'ai une formation de chef, donc je sais filer un poisson, je sais absolument tout faire de A à Z. Donc lui, pêcher, et moi, j'ai filé. Ah J'ai yes. fait des potes dans le désert, justement, comme ça, où on avait chacun un rôle. Et c'était trop bien, en fait. D'ailleurs, j'ai envie de savoir, quand t'es au milieu du désert comme ça, comment tu fais pour améliorer le goût de ton poisson? Tu mets de l'huile d'olive, tu mets Ah ouais, bon, après, il y avait quand même des petits shops ouverts. Ouais. J'étais à Exmouth, donc il y avait un shop là-bas qui était ouvert à certaines heures, parce que c'était encore le Covid. Ouais. Et puis, tu as toutes les herbes du bush. Puis on ouais. a rencontré pas mal d'habitants qui nous ont beaucoup aidés aussi. Ok. On avait des habitants qui nous emmenaient des fruits et légumes de leur potager. Ouais. Donc, Tu on penses a que vécu ça comme aurait été possible, ça, en France, que les gens te donnent autant comme ça? Enfin, qu'ils partagent avec toi les épices, les machins. Ouais. Quand tout le monde est dans la merde, ouais. Mhm. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta ville préférée ici en Australie? En tout cas, si un backpacker arrive ici, un mec qui veut voyager, ou alors ça peut être quelqu'un qui veut travailler, ou c'est quelqu'un qui se cherche en fait. Dans quelle ville il devrait arriver ici pour connecter avec du monde ou pour. Ça dépend de trop de trucs. Ça dépend de ce que tu recherches, quel est le but de ton voyage. Si tu es là pour te découvrir, pour apprendre, si tu es là pour faire la thune, si tu es là pour voyager, chiller. Imaginons, tu reviens à toi de quand tu es arrivé il y a 4 ans, il y a 5 ans, 4 ans. 4 ans. Il y a 4 ans, là maintenant avec tes connaissances, enfin quand tu arrives, t'es arrivé où toi? À Perth, tu m'as dit. Est-ce que tu conseilles Perth comme ville d'arrivée? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est une bonne ville, Perth. Ouais, Perth, c'est super. Parce que les gens pensent que c'est coupé du monde. Moi, je connais pas Perth. Non, c'est J'ai génial. vraiment beaucoup aimé Perth, beaucoup, beaucoup. Non, il y a tout, il y a tout. Tu sais, tout est accessible. Tu peux monter dans le nord, et là, c'est un autre délire. Tu vas dans le sud de Perth, c'est incroyable. Non, Perth, c'est vraiment le centre du bonheur, je pense. Le centre du bonheur, carrément, Perth. À chaque fois, on voyageait, on faisait tout le nord, on revenait à Perth, prendre un petit peu de gens, de soirées, Ouais. d'humains. D'expérience. On repartait. Enfin, non, c'était. Perth, c'était incroyable. Ton Ouais, expérience c'est à Perth. incroyable. C'est très. Il y a tout à faire là-bas, c'est encore très wild, nature. C'est nature, ouais. Ok, Donc, pour moi, c'est la vraie Australie. d'accord. Parce que Melbourne, mais, Là, ton restaurant est situé à Adélaïde. Mm. Pour les gens qui voient pas où c'est, Adélaïde, c'est en gros sur la carte, c'est entre Perth et Melbourne, dans le sud, South Australia. Est-ce que pourquoi s'être lancé à Adélaïde? Pourquoi avoir ouvert son restaurant ici à Adélaïde? Tu peux nous dire pourquoi Adélaïde? Alors, bon, j'ai voyagé déjà en van pendant un moment. Mhm. J'ai voyagé en van pendant à peu près 2 ans et demi. Et mon van était en très mauvais état. Donc, j'étais à Uluru à ce moment-là. Et donc, on m'a dit que le van n'allait pas tenir. Pour ceux qui voient pas où c'est, désolé, je te coupe. Uluru, c'est au milieu de l'Australie, c'est Ouais. le géant rocher qui est sacré pour les aborigènes. Ouais, exact. Voilà. T'es tombé en panne là-bas? Non, je suis pas tombée en panne, mais la voiture commençait à vraiment être en mauvais état. Ok. Moi, je devais continuer à repartir dans le nord. J'ai vu un mécano là-bas qui m'a dit que ça allait pas être possible. Ah ouais. Donc, j'ai rejoint la ville la plus proche qui était à Adélaïde. Donc, je l'ai fait en straight parce que je pouvais pas couper le moteur. J'avais rejoint une culasse. Donc, si j'arrêtais, voilà.
Donc j'ai fait 3 jours sans dormir et j'étais avec une amie et on a descendu en Vous vous steak. le relayez, quoi. Je lâche pas Non, la non, pédale, viens, t'inquiète. non, j'ai fait tout le trajet. J'ai fait tout le trajet parce on est tombé sur une énorme tempête, un gros cyclone pendant le trajet. Tempête de sable, c'est Non, ça? c'était foudre et pluie. Et en fait, pareil, à ce moment-là, moi je suis pas du tout avisée sur ce genre de truc, donc je me dis, ah, ça passe, mais ça passe pas du tout. Donc ma copine était terrifiée, Fisher. Donc elle a pas Tu réussi m'étonnes. à conduire. Ah Et ouais. donc moi, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Et voilà, on l'a fait, hein. Donc 3 jours straight. Ouais. C'est 3 jours pour aller à Uluru d'ici? Pour... Bah, moi, j'ai un joint de culasse, donc je suis à 70 maximum, hein. Ah ouais. Ah oui, 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 c'est vrai qu'en mécanique, je suis, je pense, le pire en Australie là actuellement. Donc ouais, j'imaginais pas que du coup c'était 70 km/h comme ça pendant 3 jours. Ouais. Ça, c'est la raison pour laquelle t'es arrivé à Adélaïde. T'as dû faire un. Mon van a cassé ici. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais travailler un petit peu, le réparer, continuer mon voyage. Pas du Ouais. tout prévu de m'arrêter ici. Et j'ai trouvé 2 boulots, dont un, c'était dans un bar français. Et je suis tombée amoureuse de plein de choses. Voilà. Je suis tombée amoureuse de la ville, premièrement. Je suis tombée amoureuse de l'esprit. Et puis, il y avait beaucoup de choses à faire ici. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ça. En fait, justement, quels sont les avantages et les inconvénients de Adélaïde là tout de suite comme ça pour toi? Pour moi, Adélaïde, je veux pas être. Mais je pense que c'est le seul endroit en Australie où les gens sont vraiment friands de bonnes choses dans la restauration. Il va y avoir les meilleurs bars pratiquement en Australie. Mhm. Il va y avoir des restaurants vraiment incroyables, ce que j'ai vraiment pas retrouvé dans tout le reste de l'Australie. Ah ouais. Donc c'est ça qui m'a attirée. Ouais, il y a tout à faire ici et les gens veulent apprendre. Par exemple, à Perth, très difficilement. Tu peux monter un truc sympa, mais très difficilement. C'est quand même des mineurs qui boivent de la bière et mangent des schnitzel. Mhm. Et c'est très compliqué de changer les mentalités parce qu'ils ne veulent pas. Mais ici, ils ont de l'argent, ils vivent bien, ils voyagent beaucoup. Ouais. Donc, ils C'est vrai. savent ce que c'est la bonne bouffe, Donc, les bons cocktails. ici, dans le South Australia, Adélaïde, les gens sont raffinés. Et puis, Ils boivent du vin, ils aiment sortir, ils aiment manger. Il y a cette culture de la restauration. D'ailleurs, il y a plein de vignes autour, là, dans le South Australia. c'est le Et- pays, l'état du vin. Ok, donc là, je vois un peu plus comment comment t'es arrivé ici, c'est fun, mais du coup, Thank you. Thank you so much. no, the food is really great. Yeah. Yeah. Also, see you. Have a good night. Qu'est-ce qu'il a pris, ce monsieur? Euh, Moi qui lui ai fait un menu parce qu'il ne savait pas quoi prendre. Donc, je lui ai mis un carpaccio de roast beef avec une moutarde ice cream. J'ai dit en français. La mustard ice cream, c'est ça? La crème, la moutarde. Là, c'est à la moutarde du Dijon. Ouais. Et ensuite, il a eu un duck de canard confit, avec de la truffle mashed potato. Et Il s'est régalé, le mec. un porté français. Tu lui as mis une bonne. Il était costaud quand même. Ouais, c'est toujours comme ça, toujours bien garni. C'est vrai que la salade, elle était. La salade que. J'ai jamais mangé une salade aussi bonne déjà en Australie, la dernière fois que je suis arrivé dans ton resto. Ouais, Et c'est copieux, quoi. ouais, c'est trop bien. Ah, franchement, c'est copieux. Qu'est-ce que tu penses de la qualité de vie entre l'Australie et la France? Est-ce que pour toi, on vit mieux ici genre quelqu'un qui a un 9 to 5 en France et quelqu'un qui a un 9 to 5 ici en Australie avec le même niveau de vie. On va dire, le type, il sort une fois par semaine. Il se fait, tu sais, le week-end sorti, alcool, etc. La semaine, il fait son petit, je sais pas, sa salle de sport, il va une fois au bowling ou un truc vraiment casual. C'est pas comparable. C'est pas comparable? C'est quoi le mieux pour toi? Si, enfin, pour ma part, euh, si la vie est vachement facile quand même, on va pas se mentir. Douce, tranquille et facile. Je raconte souvent plein de petites anecdotes qui font que je préfère largement ma vie ici en France. Par exemple, ici, tu fais pas la queue quand tu vas à la banque. Tu fais pas la queue quand tu vas nulle part, en fait. Tu perds ta carte, c'est pas grave, tu l'as dans la seconde. Tu vas à la banque en fin d'année, et puis tu rentres chez toi et tout se passe bien. En France, je dis souvent que les gens ont beaucoup de tracas. Genre, tu perds ta carte, tu sais pas quand est-ce que tu en auras une nouvelle. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines. Tu vas à la CAF, Pôle emploi, des mois d'attente, des milliards de papiers. S'il n'y a pas de papier, Ouais, c'est vrai. tout est numérique très vite. Euh, Ils sont en train en France de changer, de passer tout en numérique, etc. oh, Mais bah, pour te dire, là, le site, quand tu vas dessus, il bug.
là en ce moment, le site des impôts, etc. Mais là, je peux que valider l'administration, la facilité ici, même pour ouvrir un business ou être auto-entrepreneur. Parce qu'il y a quelqu'un dans mes vidéos qui disait en Working Holiday Visa, on peut pas faire de business. C'est pas vrai, c'est faux. Tu Ouais. peux faire tous les business que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux partout dans le monde. T'as même pas besoin d'avoir un visa. Tu es juste obligé de. Enfin, tu t'investis en fait. Tu investis ton argent, donc tu peux le faire partout. Donc aujourd'hui, si on arrive avec de l'argent en Australie, on peut faire ce qu'on veut. Je pense. Je pense que même si tu arrives avec de l'argent en Australie, tu peux t'acheter un visa, pour être très honnête. Je- je- Il faut savoir que Charlotte, elle est en Working Holiday Visa et que là, on est actuellement dans son restaurant. Donc, il y a une personne dans une de mes dernières vidéos qui disait en Working Holiday Visa, on ne peut pas avoir de business. C'est entièrement faux. Que ce soit digital ou physique, on peut faire tout ce qu'on veut en Australie tant qu'on est super déterminé et qu'on a les moyens financiers également. Bah, après, faut juste prendre en compte que si tu n'arrives pas à avoir un visa, tu dégages. Donc, tu prends le risque que ton business tourne tout seul. Euh, mais très sincèrement, même si demain tu venais à partir, déjà, il y a toujours des solutions pour rester. Mais si je venais à partir, j'ai quand même mon business ici. C'est-à-dire que je peux quand même dire à distance, je peux quand même venir en visiteur pendant 6 mois dans l'année. Enfin, Exact. pas non plus la fin du monde, quoi. On peut toujours trouver des solutions. Je peux pas travailler dans mon restaurant, parce que j'ai pas les papiers pour travailler, Ouais. mais je peux checker. Je peux le gérer. Mm. Ça, c'est vraiment la vision entrepreneuriale, du coup, parce que je pense pas qu'il y a tout le monde qui voit les choses de la même manière. Mais euh, quelqu'un qui souhaite venir ici en Australie et ouvrir son restaurant, euh, quel est est-ce qu'il y a des démarches qui sont différentes de la France ou est-ce que tu as eu des difficultés ici pour avoir un business comme ça? Parce que quelqu'un veuille ouvrir un restaurant ou alors ouvrir une boîte d'informatique ou alors ouvrir une école de danse, ouvrir une salle de sport. Qu'est-ce qui est... Est-ce qu'on attend longtemps? Est-ce que les démarches, elles sont Hein, c'est fastidieuses? vachement rapide. Le seul truc, c'est que tu peux pas emprunter à la banque, parce que les banques te prêteront pas. Avec un visa working holiday, ça non. Les banques ne te prêteront pas dû au visa, Non. là, du coup. Sûr, ouais. Ok. Parce que tu es en working holiday, si demain tu dois partir et que tu leur demandes 50, 60 000 dollars, tu leur rendras pas. Ouais. Ça, je pense que beaucoup de backpackers ont fait d'ailleurs. Mais non, les seules difficultés, c'est de trouver un local. Tu leur expliques que tu es en working holiday visa et eux, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. J'avais un autre local à la base et ils n'ont pas accepté. C'est comme chez nous, c'est la mairie, enfin, c'est le public qui décide de ça. C'est une agence immobilier. Une agence immobilière qui le loue ou pas. Mais derrière, toi, si tu veux faire ton business, pas de souci tant que tu as les moyens de faire. Tu mets l'argent et de toute façon, tu mets des cautions. Donc, ils savent, dans tous les cas, si je suis plus capable de payer ou si je dois m'en aller ou si je décide de ne plus les payer, il y a quand même une caution sur 3 ans. Hein. Donc, eux, ils seront payés. Ouais, dans tous les cas, donc ils ont la garantie. Bien sûr. Au même statut que si un Australien fait ça, ça sera la même chose pour lui. Et par exemple, pour l'alcool, il y a une licence ou alors c'est juste le RSA ou tu as une licence comme en France à avoir pour vendre de l'alcool? Non, tu as plusieurs types de licences. Si tu as un restaurant, un bar à cigares, je crois qu'il y a 3 ou 4 différentes licences. Nous, on a d'abord demandé le bar qui nous a été refusé, que quelqu'un a porté plainte avant même qu'on ouvre. Parce qu'en fait, ici en Australie, quand tu demandes une licence, tu dois le mettre sur la porte en disant voilà, demandez cette licence. Si vous voulez complain, si vous avez quelque chose à dire pour pas que je l'ai, c'est maintenant. Donc, ils ont 1 mois pour se plaindre. Donc, il y a une personne qui s'est plainte, donc on n'a pas été capable de l'avoir. Ce qui aujourd'hui a fait qu'on a ouvert le matin, parce qu'à la base, on devait ouvrir que le soir. Ça devait vraiment être un bistrot le soir. Et comme en fait, la veille de l'ouverture, on nous dit bah, vous ne l'aurez pas. Après 3 mois d'attente, on se dit bah, merde. Du coup, on a vite ouvert un café. Ils ont fait café et breakfast en attendant qu'on en ait une autre. On a ensuite demandé celle du restaurant qui nous a été donnée 3 mois après l'ouverture. Comme ça, les relous, c'est partout dans le monde. Hein. Ça, l'Australie, ça n'enlèvera pas les gens qui sont étriqués d'esprit. Maintenant, c'est un client, il vient. C'est un client, il vient et tu le sais ouvertement qui c'est qui t'a ennuyé. Et pourquoi il t'a ennuyé dès le début comme ça, wesh? Parce qu'il avait peur du bruit. Du bruit? Ah, c'est les mecs qui habitent au-dessus. Il habite au 7e étage, moi quand même, ce qui est énorme. Ah ouais. Il y a un pub, il y a... Le gars veut dormir sur ses 3 oreilles. Hein. Vraiment, il veut pas un bruit dans ça. Sauf qu'il ne sait pas que nous, on a reçu la lettre qu'il a envoyée. Lui pense qu'on ne l'a pas lu, donc je fais toujours semblant que je ne le sais pas.
Mais je sais. Ok, smart, smart. Donc, tu devais afficher la licence et tu l'as pas fait, et du coup, tu as eu des petites complications. Tu pouvais faire que des cafés. Exact. Je vais faire que des cafés, des jus et des breakfasts pendant 3 mois. Donc là, notre plus grosse peur, c'était de couler. Parce que sans alcool, c'est sacrément compliqué. Yes. Ah, c'est clair que ça doit être une grosse partie de ton. Bah, toi, mais en fait, ici, si vous êtes de passage sur Adélaïde et que vous voulez manger un bon plat, j'ai pris une salade de chèvre, je me suis régalé. Le fromage, je l'ai trouvé incroyable. Et tu m'as expliqué pourquoi. Parce que les produits sont faits maison, ils sont frais, Ils sont Est-ce importés de France. ils sont importés de France. Ils sont très Comment tu fais pour importer tes produits de France et pour faire que ce soit pas trop cher? Parce que le prix il est super compétitif par rapport aux autres restaurants. Alors, Et là, je dis pas ça parce que je fais aller sur ma vidéo. Je dis pas ça parce que c'est mon interview. Je dis ça parce que vraiment, les prix comparés aux autres restaurants, ils sont effectivement plus bas ou alors les mêmes. Et la qualité, elle est cool, elle est sympa. parce que, voilà, il faut savoir, maintenant que je connais le prix des produits et quand je vais ailleurs dans d'autres restaurants, je vois la marge qu'ils font, ils sont sur du x6, x7. Nous, on ne fait pas ça. Ce que j'essaie de casser, justement, c'est ce que je faisais la dernière fois, que ce cliché sur la France à l'étranger, forcément, parce que c'est français, forcément fancy et très cher. Ils se permettent de faire des x6, x7, ce qui pour moi est indécent. On met une tour Eiffel sur l'enseigne, $60. Ouais, exact, exact. Et puis les Australiens ne voient pas la différence entre un resto, une brasserie et un bistrot. Donc on va foutre le mot bistrot partout, mais nous on sait ce que c'est un bistrot. Attends, moi je sais pas ce que c'est la différence entre une brasserie et un bistrot. Ouais, il y a quand même pas mal. C'est la honte pour un Français. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Si, tu peux le dire, c'est la honte. tout simplement, ça va être le type de restauration, ça va être le prix, le type de service. Dans un restaurant, là, tu vois, normalement, les prix vont être un petit peu plus chers, le service un petit peu plus fancy. La brasserie, c'est un petit peu ce que tu vas retrouver à Paris, ouvert du matin au soir, sans limonade. Où les gens viennent, partent, ça boit des coca et ça s'en va. Avec de la bouffe rapide et facile et très souvent surgelée. Et le bistrot, alors le bistrot, c'est mon préféré. C'est un mélange un petit peu entre le restaurant et la brasserie. Ouais. Donc, c'est ouvert quand même toute la journée. C'est des grosses portions. C'est de ces maisons en général. Et c'est pas cher. C'est ce qu'on retrouve ici. C'est C'est un mélange. Les gens qui passent sur Adélaïde, qu'ils aient envie de boire une bière ou un verre de vin, ou qu'ils aient envie de venir manger, ou le café, ils viennent ici. Et en plus, il y a souvent des Français. Ouais, Il y a de toutes les nationalités ici au final. Vraiment, que tu aies envie de boire un coup ou partager un moment entre potes, rencontrer des gens ou manger quelque chose de frais, de maison, tu viens ici à Le Passage, Adélaïde. Dans la vidéo, je mettrai Instagram en dessous, je mettrai des vidéos, des photos de l'endroit qui est très sympa. Très sympa parce que tu as misé. Moi, j'aime bien. Après, ça dépend des goûts. Mais le resto, tu as misé comme ça, super sympa. Ouais, c'est bien. Merci. Un mec qui a envie de partir en Australie, il sait pas trop. Quelqu'un qui a envie de partir en Australie, mais qui sait pas trop. Il se cherche, tu sais. Il pèse le pour ou le contre. Il sait pas s'il doit prendre l'avion pour venir ici en Australie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu peux donner un conseil à cette personne? Ouais, Est-ce qu'elle doit sauter? Est-ce qu'elle doit faire le pas de venir en Australie ici pour expérimenter? ouais, mais le plus dur, c'est pas tant de venir en Australie, c'est d'y rester. Parce que c'est dur. C'est dur. C'est dur au début, ouais. Très dur. C'est quoi qui est dur au début? T'arrives dans un pays que tu connais pas, avec une culture complètement différente, une langue qu'on ne maîtrise pas, parce que les Français, on n'est pas hyper bons en anglais non plus. Les Français sont pas bons en anglais. On est les seuls, hein. Même les Italiens, c'est bien maintenant. Mais Il faut changer ça. Hein. Il faut changer ça. Apprenez l'anglais. ouais, aller à l'école. Allez. Ben, je suis vraiment pas sûr. Parce qu'on est tous allés à l'école, mais on Je a suis pas sûr. trop. Et pourtant, je parlais avec un Chinois hier, il m'a dit, moi, c'est l'école. Je lui ai redemandé, je lui ai dit, tu es sûr que c'est l'école qui t'a appris? Il me dit oui, mais j'ai compris, c'est un Chinois. Là. Ils se font taper sur la tête s'ils apprennent pas l'anglais. Mais même pas seulement. Les Français sont très fiers, ok? Donc, on attend, parce que tout le monde parle français. Parce qu'on adore notre pays, on est très... D'ailleurs, c'est ce qui revient tout le temps quand tu parles à l'étranger, ils disent toujours, les Français, c'est les seuls à toujours dire, ah, mais c'est marrant parce qu'en France, et puis en France, ah, mais tiens, vous avez ça, mais nous, en France, C'est vrai. les Italiens vont pas dire ça, les Grecs vont pas dire ça. Vraiment, c'est très spécifique aux Français en disant, ah, vous avez ça, mais nous, en Français, on va dire comme ça. Ouais. On est très fiers, on est un peu plus fiers. C'était énorme parce que le mec, hier, ce fameux Chinois que j'ai rencontré dans les collines à Adélaïde en marchant, il me dit, je pense que vous ne parlez pas bien anglais parce que vous pensez que votre langage est le plus beau, Oui. vous êtes fiers de vous. Probablement. Et personnellement, je lui ai dit, Parce que non, je pense que c'est parce qu'on est trop lazy, on est trop flemmard à l'école.
soit lazy, parce qu'on a quand même beaucoup d'anglais. De la 6e à la terminale, déjà, sans parler des écoles supérieures, il y a quand même beaucoup d'anglais. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. moi, je pense que déjà, bon, l'éducation, premièrement, je sais pas si c'est parce que j'ai pas eu de chance ou pas, mais j'avais peut-être pas les meilleurs profs du monde en anglais. Et, ouais, ils mettent pas ça attractif. Ils devraient nous expliquer toutes les portes que ça ouvre. Ils devraient nous dire, écoute, un jour, tu vas être assis autour d'une table, il y aura des Mexicains, il y aura des Chinois, il y aura toutes nationalités du monde entier et tu vas pouvoir parler. Et ça, ils nous disent pas. Ils nous C'est disent, inévitable pour toi de parler anglais. Hum, C'est inévitable pour toi de parler anglais. Enfin, aujourd'hui, c'est un must. On aujourd'hui, doit parler anglais aujourd'hui. des fois, je parle à des cultures tellement différentes et je me dis, on arrive à se comprendre parce qu'on parle un même langage, même s'il est très restreint. Parce que l'anglais, c'est un langage facile pour parler tous entre nous. Enfin, c'est un langage très simplifié. Mais au final, tu peux partager avec tout le monde. Mais ça, c'est un super pouvoir, je trouve. Je trouve aussi. Est-ce que tu parles anglais, c'est quand tu arrives en Australie? Zéro rien. Zéro anglais. Et aujourd'hui, ton anglais, donc quand t'es arrivé, t'étais à zéro et sur une échelle de 10, aujourd'hui, ton anglais, il est à combien? Oh, je pense que je suis encore très fière en tant que Française. C'est-à-dire que là, j'ai atteint je dis souvent, c'est mon niveau maximum. Pas parce que je peux pas aller plus, mais parce que je ne veux pas aller plus. Je comprends. Et je pense que c'est assez. J'ai pas envie de m'oublier non plus, je suis française. Et j'adore mon accent, j'aime bien forcer parfois. Puis dans mon métier, bah, j'ai pas le choix, c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc là, je pense que je suis au maximum et je dois être peut-être à 75%. Mais je suis OK. 15% de ton max de ce que tu pourrais faire. Ouais, ouais, je pense. C'est marrant parce que un très bon ami, un très bon ami à moi me dit, mais ton accent français, il fait tout pour cacher son accent français. Mhm. Toi, tu es fier de limite ton accent français, tu m'as dit que tu le pousses. Ah ouais, carrément. Moi, je suis Ouais. française. C'est vrai? Attends, quand tu m'as servi la dernière fois, c'était carrément madame et monsieur. Ah oui, on arrive. One Et night, voilà monsieur. for you, Mr. Dunn. Tonight on the menu, we will have. Mais en même temps, je dis souvent, quand ils viennent dans mon restaurant, il faut qu'ils se sentent en France. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnel français. C'est une expérience, une full expérience. J'accepte pas que les gens prennent leur propre vin, pas parce que je veux vendre le mien, mais parce que je veux que c'est une full expérience. Le vin qu'on a ici, c'est du vin importé français. On est à 98% de produits importés français, mais c'est toute une expérience. Avec tout le savoir-faire français et le service français. Et le service français, ça passe par le bonjour madame, how are you today, la la la. Enfin, je trouve que c'est vachement important. Il faut qu'ils soient transportés. Il faut qu'on soit là pour leur expliquer avec notre accent bien tranchant. Et puis nos produits, tout va ensemble. On a des produits de cette région avec des 27 régions et je veux que tout matche ensemble. Je veux qu'il y ait une full expérience. Voilà. Moi, je trouve ça incroyable que, enfin là déjà, tu vois, ton resto en Australie, 98% enfin, en gros, tout est, on s'en fout du chiffre, mais la quasi-totalité de tes produits sont importés de France. Et c'est vraiment du mal que tu te donnes pour avoir ce côté français. Donc tu marges moins que certains restaurants qui, eux, prennent des produits locaux. Et toi, tu te donnes du mal. Et pour que derrière, moi, c'est le truc en plus, tu vois, la différence. La French touch. Tu vas avoir deux types de restaurateurs. Tu vas avoir, pardon. Tu vas avoir l'amour de l'argent et la passion du métier. Donc, c'est deux choses. Il y a beaucoup de gens ici qui ouvrent un business, surtout français, pour se faire de l'argent. Euh, Beaucoup d'Australiens qui ont ouvert leur business français pour se faire de l'argent. Parce qu'ils tapent dans le français, donc ils vont pouvoir tripler les prix qu'ils font d'habitude. Pour un seul but, c'est l'argent. Mais le problème, c'est que tu le ressens dans la bouffe, parce que la bouffe est dégueulasse. Est très chère et dégueulasse. Quand tu parles d'ici, quand tu parles de ce genre de restaurant, tu as plus l'impression que tu t'es fait enfiler, que tu as bien mangé ou tu as passé une bonne soirée. Ah ouais, horrible. C'est l'esprit vraiment bistrot français. C'est des shots à gogo, on offre des shots, tu t'assois, tu as ton petit toast, tu as tout un explicatif. Faites attention à la consommation d'alcool. On offre des shots, mais attention. On offre des shots. Tu vas avoir des gens qui vont débarquer ici. Attention, il paraît qu'on paye des shots ici. Je veux dire, c'est très esprit français. Voilà, tu vas bien consommer, on va arriver à ta table, le patron va se poser avec toi, on va boire ensemble, on va rigoler ensemble. On est tous au même niveau ici, je le dis toujours au staff. Le client n'est pas roi ici. Ils sont invités chez vous, vous devez les traiter comme s'ils sont chez vous, mais ils sont pas rois. S'ils foutent le bordel chez vous, vous les foutez dehors. Ben, ici, c'est pareil. Ici, c'est vraiment, on est tous au même niveau. C'est vraiment, je dirais pas votre franquette, parce qu'on fait quand même de la bouffe élevée, mais dans l'esprit service, à la votre franquette.
L'esprit service, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment important. Et c'est ça où je dis, tu peux créer un resto français, mais tu peux pas avoir le service français si tu n'es pas français. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ici, ça va être très dans la retenue. Le client exige ça et tu vas lui donner, ne t'exige pas, tout sur le même niveau. C'est l'attitude. L'attitude et le savoir-faire qu'on apprend chez nous, de la manière dont je sais pas si je peux dire ça, mais dont on est condition, comme tu as appris le métier, en fait. Ouais. Euh, Puis encore une fois, moi j'ai appris en France. Et en France, comme on disait tout à l'heure, on est fiers d'être français. Donc que tu sois serveur, coiffeur ou peu importe ce que tu es très fier. Tu es fier de ton métier, tu es fier de ce que tu fais. Et quand je sers quelqu'un, on est au même niveau. ouais. Au même niveau. J'ai vraiment senti c'est tout de suite bien, quoi. En restauration, dans tous les cas, il faut que la personne se sente bien, on est d'accord. Enfin, tout de suite, je t'ai demandé si on pouvait rester avec nous. On a parlé 10 minutes. Je suis venu te voir sur le côté. Tu as pris le temps de me parler. Et là, aujourd'hui, on prend le temps de faire cette vidéo. Euh, c'est vrai que je ressens vraiment ce côté famille. Et, je sais pas si je peux. Oui, ce côté français, au final. Parce que même dans le service, tu vois. On est tous passionnés ici. On est vraiment, on fait, bien sûr que l'argent compte parce que l'argent, c'est ce qui va valoriser ton travail. Avec l'argent, on va pouvoir acheter, pour moi, on va pouvoir acheter une meilleure assiette, on va pouvoir acheter de meilleurs produits. Donc, c'est ma fin de l'argent en ce moment. C'est valorisant en se disant s'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de clients. S'il y a beaucoup de clients, c'est qu'on réussit quelque part, donc c'est cool. Et, euh, et non, c'est cool, c'est cool. Et le problème, c'est que en Australie, ouais, ils sont plus basés sur l'argent que sur la passion. Et De ce que tu me dis, c'est que toi, tu fais la qualité et pas la quantité. Et que de l'autre côté, ce qu'on a à côté, au niveau resto français, c'est des Australiens ou autres, ils cherchent à faire du volume, cherchent à faire de la quantité plus que de la qualité. attention, il y a quand même de très bons restos français ici. Il y a des super français qui font du super boulot. Je parle juste en général. Quand j'ai voyagé en Australie ou j'étais aux États-Unis avant, je me faisais déjà la réflexion en me disant, je jouais un petit peu sur la réputation des Français pour vendre très cher des produits ou pour faire un service très fancy. Alors que justement, quand on vient de France, on connaît la France aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connu les années 60, 70 ou 80 où c'était la teuf, où tout le monde était heureux. Moi, je suis dans les années 90 et c'était déjà la merde. On nous a très vite appris, ben voilà, l'argent, c'était important. Donc, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire qu'en France, on ne vit pas hyper bien, on ne vit pas confortablement. Et ça se ressent dans la bouffe parce que tu vas souvent avoir, surtout j'habite, tu vas avoir du pas cher, des grosses portions bien garnies, parce que la France n'est pas riche. Et en fait, la vision qu'on met à l'extérieur de la France, ben, ça va être très fancy, très cher. Alors que ça va seulement se retrouver à Paris et pour les touristes, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est très peu. Il y a une romantisation de la France. Ils sont, voilà, la première question, à chaque fois que je dis que je suis française, c'est: oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Et je suis là: renseigne-toi 30 secondes, tu vois, renseigne-toi. Quand tu fais partie de la petite classe ou de la moyenne classe, tu restes à la petite classe ou la moyenne classe, même si tu es un gros bosseur. En Australie, tu es payé à la semaine, tu es déterminé, mais tu achètes un bateau en un an. Vraiment, ils insistent. Ici, moi, j'ai enchaîné 2 jobs, 3 jobs, jamais arrêté. J'ai bossé comme une acharnée et j'ai été capable d'ouvrir ça. Ce qui n'est absolument pas possible en France. Et ça, c'est sûr, certain. En France, tu es dans la merde, tu dois trouver un boulot, tu trouves un boulot, tu es payé au bout d'un mois, donc tu as un mois pour ressombrer. C'est très compliqué de te remettre sur pied. Tu retournes, t'arrives, t'as allé, c'était bien à 1005, t'es bien, par mois, tu t'en sors pas. Vous voyez les amis, un peu ce que l'Australie peut vous faire. Là, vraiment, on a l'exemple typique de quelqu'un qui arrive avec 200 euros, 200 dollars ou 200 euros, 100 euros, qui aujourd'hui, je suis dans son restaurant. Charlotte, elle a mon âge, elle a 27 ans. Et pour moi, je suis vraiment impressionné parce qu'on a le même âge. Et l'énergie qu'elle fournit pour son activité, je suis sûr que tu vois, t'es pas là à économiser le moindre dollar que tu gagnes. Justement, tu réinvestis tout dans ton business probablement. Ah, t'as pas de salaire, exactement, c'est ça. Parce que tu l'as dit, tu as dit le mot déterminé. Quand on est déterminé pour faire quelque chose, en fait, on se donne corps et âme dans ce qu'on a. Et toi, t'es arrivé, t'avais rien. Et aujourd'hui, on est dans ton resto. Quand je suis arrivée, j'avais une autre quête. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, ça dépend où il faut aller, ça dépend quelle est ta quête en Australie. Moi, j'avais ma quête. Je suis arrivée, j'étais malade, il a fallu que je me soigne. Ça a été un long, long trajet. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses.
Et en fait, c'est tout ce voyage qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de pouvoir faire ça. C'est parce que on a tous notre voyage, on a tous nos petits problèmes à résoudre. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que moi, je suis arrivée pendant le Covid et j'ai eu la chance que le monde s'est arrêté. Donc, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, je pouvais m'arrêter pendant 6 mois et rien faire. Et en fait, quand tu n'as pas d'argent, bah, tu es libre. Et quand je suis arrivée en Australie, j'ai commencé à comprendre ce que c'était la liberté. Parce que j'avais pas d'argent. En France, je me suis toujours débrouillée. J'ai toujours travaillé 20 fois plus que les autres pour avoir de l'argent. Donc, j'avais de l'argent. Quand je suis arrivée ici, j'avais plus rien. Et puis, pas de possibilité d'en faire parce qu'il y avait le Covid. Donc, c'est là où tu comprends qu'en fait, on est esclave de l'argent. Et quand tu arrêtes d'être esclave de l'argent, tu n'en as plus rien à foutre, bah, c'est là où tu commences à en avoir. C'est marrant parce qu'en fait, c'est exactement le sujet que je traite dans ma dernière vidéo YouTube. Va la voir, je la mettrai là sur le lien si tu l'as pas vu. En fait, ce que je dis dans cette vidéo, de manière simple, la vidéo, elle s'appelle Être perdu est un privilège. Ouais. Et en gros, je dis que, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu n'as pas choisi pleinement là où tu veux t'investir, dans quoi tu veux t'investir, tu es libre parce qu'au final, tu découvres, tu continues d'expérimenter. Puis on dit souvent, quand tu as perdu tout ce que tu avais, que tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça, c'est très vrai. Ça demande un détachement quand même C'est lourd. justement, de partir en Australie, de laisser tout derrière soi. Ça, Parce c'est très dur. Parce qu'au départ, tu partais pour 3 mois, donc on est d'accord que t'étais pas encore dans cette notion de détachement comme. C'est ici que tu as grandi au final. L'Australie, ça. Ah, ben, on avait j'ai une copine avec qui j'ai voyagé pendant un moment et on disait souvent qu'on était né pour la première fois ici. Que ça a été genre un genre de Pour la deuxième fois, tu veux dire, né pour la Ouais, deuxième fois. né pour la deuxième fois, ouais. C'est-à-dire qu'on a eu notre vie, notre naissance, notre truc, mais ici, c'est passé un truc où il y a une autre personne qui est née. Ouais. Parce que tu vois la force que tu as, même le fait de tenir, le fait de prendre la décision de rester en Australie pendant le Covid, où tout le monde partait, où c'était la panique, on ne savait pas, tous les boulots durs qu'on a fait, des ménages, j'ai fait des ménages de nuit dans les écoles, dans les fermes. Tu te dis, putain, mais je suis capable de ça, moi. Et tous les jours, je suis capable de ça, moi, je suis capable de ça, moi. Et du coup, bah, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ouais, je vais vraiment resto. Je me suis dit, ouais, je suis hyper capable de ça. Genre, j'ai géré 80 chevaux par moi-même. J'ai mis la main dans la merde pendant des années. Ouais, je suis capable de vraiment rester, c'est sûr. C'est rien. Même le fait de voyager toute seule, c'est dur. T'as peur, il y a plein de choses. Et en fait, tu te renforces chaque jour. Tu deviens surhumain. Mais il faut tenir. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas. Je croise beaucoup de backpackers ici qui me disent, ah, moi, ça fait 3 mois et je m'en vais. Je suis là, mais putain, t'as rien vu, tu sais rien encore. Il faut au moins, je pense, forcer 1 an ou 2 ans avant de comprendre ce que c'est. Donc l'inconfort, c'est la croissance Ouais. de ce que tu me dis. Et est-ce que la sécurité, c'est une illusion ou est-ce que tu penses que vraiment avec beaucoup d'argent et en restant ensuite sur ses acquis, on peut vraiment être en sécurité et vivre une belle vie heureuse? Ou alors on doit toujours pousser dans l'inconfort? Ça dépend de ton caractère, je pense. Et puis ça dépend de ta vie aussi. Ça dépend de la vie que tu as eue. Si tu as eu une vie facile et que tout s'est toujours bien passé, continue dans ce délire-là, tu vois. Si tu as tes petits trucs, tes petits problèmes, soigne-les. Et pour les soigner, ça va être très long. Donc ça va être un gros combat. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Mais c'est pour ça que je pense que ouais, l'Australie, ça change beaucoup de choses. Tu te retrouves dans la nature pendant des mois, des semaines, sans voir un humain. Donc ça change beaucoup de choses. J'ai pas encore cette vision de l'Australie là, ça m'est pas encore arrivé. Ça peut arriver dans le futur parce que effectivement, je reste dans des milieux urbains pour l'instant. Parce que la quête, comme tu dis, pour l'instant, elle est centrée ici, personnellement. Mais s'il y a quelqu'un qui vient de cette vidéo à ton resto, tu peux nous dire comment il s'appelle ton restaurant? Le passage, Le Passage. Et pourquoi ce nom, Le Passage? c'est ma mère qui a trouvé. C'est ta mère qui a trouvé. Ok, parce que c'était l'enfant le moins sage. Non, non, non. Parce que je voulais un jeu de mots. Donc j'avais déjà mon idée. Euh, je sais plus pourquoi. C'est drôle quand j'ai dit le nom du français avec lequel je suis arrivé la dernière fois, venu manger. Il a rigolé quoi, quand il a vu le jeu de mots. Il s'est dit, ah, c'est marrant, etc. Je pense que ta mère. Nous, déjà, notre concept, on l'avait avant le nom. Et mon concept, c'était ne pas respecter les règles de la restauration française classique, la revisiter, ne pas respecter les clichés qui sont donnés en Australie. Et en fait, quand tu translates en anglais, ça fait The Naughty One. Donc, Sorry? The Naughty One. The Naughty One. Ça veut Ok. dire celui qui n'écoute pas. Oui. Et en fait, nous, on est celui qui n'écoute pas parce qu'on ne tape pas dans le cliché.
on n'écoute pas les clichés parisiens ou les clichés de Emily in Paris, c'est ce truc qui est. N'empêche que t'es élégante à la parisienne, là, aujourd'hui. Ah, mais j'ai toujours élégante, attention. La dernière fois, c'était pas de cette manière. Midi. Oui, C'est c'est ça. bien compliqué pour moi le midi. Exact. Mais non, le soir, on fait toujours attention d'être bien habillé. Non, je valide. Franchement, les amis, si vous êtes de passage sur Adélaïde, venez à Le Passage. En espérant que tu sois toujours là, parce que la vidéo, peut-être que quelqu'un la verra en 2026. Ah, t'as dit, ah, ok, c'est bon. Les amis, venez à Le Passage, que vous ayez envie de boire un coup, que vous ayez envie de déguster cette magnifique, comment on peut dire, toast qui m'a été offert par Charlotte, que je vais déguster juste après. Et quelqu'un qui vient grâce à cette vidéo, il vient, il te dit, ah, je suis là grâce à YouTube, je t'ai vu sur YouTube, etc. Tu lui offriras un petit toast comme ça? Ouais, probablement différemment, parce que ça dépend de la saison, mais probablement, ouais. On le fait à tout le monde. Allez, venez prendre un toast là chez Charlotte. C'est bon, elle a plus de $100. Elle a plus de $100 dans son compte. Elle peut vous offrir un toast. Ah, Ah, ah. la passion, les la passion. Ouais. Non, ouais. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, hein. Je pense que ça va être utile pour plein de monde. Tu as donné plein d'infos. Je te jure, il y a pas mal de questions qui reviennent. Pour toi, ça te semble peut-être simple, mais pour les gens, ça parle beaucoup. Moi aussi, j'ai appris des choses avec toi. Et encore félicitations pour tout ça et que ça se porte le mieux possible, quoi. Ouais, j'espère. J'espère. Merci beaucoup. Ah, ciao les amis et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut.